laisser la parole au docteur Jean-Pierre Martin et qui va nous présenter une action menée dans le cadre du réseau Immuniser Lyon, ce réseau qui rassemble à la fois des partenaires publics et privés, une dynamique vaccinale donc sur la métropole de Lyon. Et Jean-Pierre Martin, qui est donc oncologue, président de la Ligue contre le cancer, co-anime ce groupe de travail HPV dans le cadre d'Immuniser Lyon en lien avec Sandrine Estrania. Jean-Pierre, on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Effectivement, merci de m'avoir invité à cette soirée tout à fait intéressante. Et je voudrais juste, obligatoirement, il va y avoir un peu de redite par rapport, dans la mesure où on aborde le même sujet. Vous travaillez à l'échelle départementale, nous on travaille à l'échelle de la ville de Lyon, puisque tout est parti d'un collectif dont il faut parler un peu, et ce collectif Immuniser Lyon, qui atteint son âge de raison, puisqu'il a 7 ans juste, et qu'il a été mis en place en 2015, et je ne peux pas ce soir ne pas saluer tout particulièrement notre modératrice d'un soir, Anne-Sophie, qui est depuis le début au pilotage d'Immuniser Lyon, et il faut reconnaître son efficacité. Alors, Immuniser Lyon, c'était un collectif qui nous prouve, s'il en était besoin, qu'un proverbe qu'on dit africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, eh bien c'est tout à fait confirmatif, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire travailler ensemble des gens qui ont les mêmes problèmes, les mêmes objectifs, mais qui d'habitude en France travaillent dans des couloirs les uns à côté des autres. Et donc là vraiment, Immuniser Lyon, je ne peux que saluer l'efficacité et tout le travail qui a été fait. Alors, Immuniser Lyon, la Ligue contre le cancer n'était pas dans Immuniser Lyon, n'était pas partenaire d'Immuniser Lyon en 2015, mais on est entré, le hasard fait les choses par rapport à l'Isère, on est entré dans l'année 2018. Et il était logique d'entrer à Immuniser Lyon et que la Ligue se rapproche d'Immuniser Lyon, car on était confronté au problème de la vaccination HPV et de, entre guillemets, osons le dire, l'échec de la vaccination HPV en France. Et on était d'autant plus en souffrance, les cancérologues, ceux qui l'ont été, que vous avez un cancer qui s'appelle le cancer du col de l'utérus, dont on estime que 100% des cas sont en rapport avec le virus HPV. Et on avait la possibilité, et on est peut-être en train d'y arriver, dans peut-être plusieurs décennies, d'éradiquer une maladie cancéreuse parce qu'il n'y avait qu'une cause pour tous les cancers de cette nature. Et donc là, vraiment, il y avait un besoin et une nécessité qu'on s'y intéresse de près. On s'y intéressait de près de plus en tant que cancérologue et intéressé par les problèmes du cancer, que la maladie avait révélé aussi, il y avait une évolution des connaissances qui faisait qu'on avait pris conscience que ce n'était pas simplement le cancer du col de l'utérus et qu'il fallait donc travailler tous ensemble. Et on était dans une période qui n'était pas la période d'hésitation vaccinale, mais qui était dans la période d'hésitation procédurale, d'hésitation pour les recommandations. Et j'étais très heureux d'entendre le professeur Gillet nous expliquer que ça s'est passé pour le méningocoque, je crois me souvenir, comme pour nous, pour l'HPV, avec une action de lobbying qui a été extrêmement lourde et qui a permis de faire basculer l'HAS et qui a, en 2021, ouvert la porte à la vaccination pour les garçons. On l'a demandé depuis longtemps, elle est enfin arrivée et il faut, en reprenant l'histoire, on pourrait se rendre compte qu'il y avait un certain nombre de structures de notre système de santé qui s'accrochaient à l'idée que oh, les garçons, c'est pas la peine, se vacciner comme il faut les filles et vous aurez une couverture correcte. Alors, en 15 ans, parce que le virus, le papillomavirus, il est très vieux, puisqu'on pense que les virus sont peut-être arrivés avant nous, et qu'en tout cas, vous savez qu'un homme de Néandertal est soupçonné d'avoir transmis le virus à l'Homo sapiens. Mais en 15 ans, donc, le virus, il est connu depuis
depuis en fait la période de la microscopie électronique. Et il faut se rappeler que le caractère pathogène de ce virus et le lien avec le cancer a valu à un professeur allemand, M. Harald Zurhausen, le partager le prix Nobel de 2008 avec Montagnier et Mme Barré-Sinoussi, parce que c'était pour son travail sur le papillomavirus. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des pathologies cancéreuses. Cette diapositive, tout le monde la connaît. Il y a aussi beaucoup de pathologies bénignes qui pourrissent la vie et que donc il y a un avantage tout à fait évident à empêcher ce papillomavirus de se disperser, de se diffuser d'un individu à l'autre. Et puis il y a une vaccination qui a fait la preuve de son efficacité et comme vous l'avez montré sur une des diapositives, il y a effectivement eu publication l'année dernière de deux séries, une suédoise, une américaine, qui prouvent la diminution des cancers du col de l'utérus déjà obtenus. Alors, le constat est un petit peu, enfin, l'image était positive, il y a effectivement une augmentation. On discute un peu sur les chiffres, il y avait l'autre jour un symposium dans le cadre d'Eurogine où effectivement les gens disaient « Oh, vous dites 40, mais c'est peut-être que 30, etc. » Peu importe. En pratique, je voudrais juste vous rappeler que pour cette semaine de la vaccination, à la demande de la Ligue contre le cancer nationale, il y a eu un sondage qui a été fait auprès de 1048 personnes. Alors, c'est les sondages avec toutes les... Mais ces sondages confirment l'impopularité du vaccin. Et on avait notamment 31% des vaccins, des parents d'enfants qui étaient convaincus, enfin qui étaient très réticents à l'égard de la vaccination des filles, et 35% chez celles des garçons, et le chiffre étant d'autant plus haut que les gens avaient des enfants en âge d'être vaccinés. Et donc, il y avait enfin, ce sondage attire aussi l'attention sur le gros défaut d'information, les gens ne savent pas. Alors, il y avait 28% des personnes interrogées qui se déclarent opposées à la vaccination HPV, des vrais opposants, et c'est un chiffre qui est plus important que les anti-vax idéologiques, donc il y a du travail à faire pour ramener ces gens vers la vaccination. Alors, il y a des raisons d'espérer. Ces raisons d'espérer, c'est qu'il y a eu ce changement radical des recommandations depuis janvier 2001, qui a tout changé. Et d'ailleurs, on a été un peu gêné par les discours autour de la vaccination, tant qu'on ne savait pas comment allaient évoluer ces recommandations. Et comme je dis, la vaccination HPV a été pratiquement désexée et elle a été pratiquement dégenrée, on dirait aujourd'hui, et pratiquement désexualisée. Je dis pratiquement désexualisée parce que vous savez quand même que les garçons qui ont des rapports, que les hommes qui ont des rapports avec les hommes ont droit à la vaccination jusqu'à 26 ans, contrairement aux gens qui ont une sexualité différente. Alors la meilleure connaissance, bien évidemment, rapport efficacité-tolérance, et puis un point positif, c'est que 31% des parents ne sont pas convaincus de l'intérêt de vaccination pour les filles, mais ils sont cependant majoritairement en confiance en leur médecin traitant et 76% disent qu'ils suivraient son avis. Et on sait aussi qu'il y avait un rapport de l'INCA qui avait montré que seuls 61% des médecins généralistes parlaient spontanément de la vaccination HPV. Alors, la couverture vaccinale, aujourd'hui, voilà des chiffres, on ne va pas y revenir, c'est 37,4% pour 2 doses à 16 ans, et c'est en progression de 4 points. C'est des situations très différentes en France en fonction des zones géographiques. Quant aux garçons, on est un peu tôt pour en parler. Alors, l'évolution de la vaccination, je m'arrête pas longtemps sur cette diapositive. Voilà, progression. On voit toujours quand même ce retard de la France par rapport aux pays qui ont bien vacciné et qui ont déjà des résultats tout à fait significatifs. Donc la problématique du vaccin HPV en France, c'est comment faire mieux, parce que 40% ou 45%, c'est bien, mais c'est mieux, mais c'est pas bien. Et il faut former, informer, éduquer. Et je crois que ça fait vraiment partie des règles de base, parce que il faut cibler nos actions, et moins prioritairement, je pense qu'il faut cibler sur les professionnels de santé. Et les professionnels de santé, ce n'est pas seulement les médecins, c'est tous les professionnels de santé, tous les gens qui sont à un moment. La santé publique, c'est l'affaire de tous les acteurs de santé. Il faut qu'il y ait un souci permanent d'actualisation des connaissances.
et qu'il faut rappeler ce devoir de vigilance. Et le devoir de vigilance, c'est que chacun, dans son exercice professionnel, doit s'informer, doit se former et doit surtout assurer sa formation continue. Alors, il y a aussi une information à faire aux parents et on a un petit peu changé par rapport le fait que la vaccination soit maintenant conseillée à l'âge de 11 ans est en train de ramener doucement le problème vers l'école et plus vers le collège. Déjà à l'école et déjà chez les pédiatres. Et il faut effectivement que l'idée d'une vaccination HPV, elle apparaisse dans le calendrier vaccinal et que quand le pédiatre ou le médecin fait les vaccins à 6 ans, eh bien, il peut écrire ou dire et écrire sur le carnet de santé, vous savez, la prochaine fois, on parlera du virus HPV et je vous expliquerai pourquoi. Alors, il y a effectivement aussi aujourd'hui un problème qui est celui de tous ceux qui n'ont pas été vaccinés. Et il faut faire du rattrapage vaccinal. Et le rattrapage vaccinal, c'est les garçons qui n'ont pas eu, qui n'étaient pas candidats, et puis les filles qui ont échappé, parce que quand on a 60 ou 70% de non-vaccinés, il y a vraiment un problème. Donc il faut aussi effectivement rappeler que, enfin essayer d'aller chercher les non-vaccinés, faire ce rattrapage. Rattrapage qui est un tout petit peu plus marqué, là, parce qu'on a vu qu'il y avait une diminution de la vente de vaccins HPV au moment du Covid sévère, enfin du confinement sévère. Attention, il y a peut-être des gamines qui ont échappé à cette, et des garçons et des filles, et il va falloir aller aussi se méfier de ne pas laisser partir cette population. Et puis, il faut bien sûr rappeler que le dépistage reste un élément important, et le dépistage, et que HPV et les modifications dans l'évolution du dépistage du cancer de l'utérus, avec la place du test HPV, ça a encore renforcé l'idée que l'HPV et le cancer et le col de l'utérus, c'est quelque chose qui est très lié. Alors, on a fait un groupe HPV pour travailler ensemble, et donc pour assurer. Alors, la première chose qui a été faite, au-delà des informations ponctuelles, alors, il y a eu une vidéo, mais avec un service universitaire, de santé universitaire. Le point le plus important, ça a été une lettre qui a été faite, signée conjointement par l'ARS, la CPAM et la Ligue, pour tous les gens, toutes les personnes dont le garçon a eu 11 ans. Alors, les filles, elles avaient déjà reçu la lettre, mais l'année dernière, toutes celles qui rentraient dans leur 11e année, ils ont reçu une lettre, et en même temps, il y a eu une lettre d'information qui a été envoyée à tous les professionnels du Rhône, comme vous le voyez sur la liste qui apparaît là-dessous. Alors voilà les exemples de courrier aux parents, l'exemple de courrier aux professionnels de santé que vous pourrez lire si vous prenez le... Alors les tendances sont encourageantes, malgré la couverture sanitaire, la crise sanitaire, la couverture vaccinale continue de progresser. Et donc là, on a des chiffres sur lesquels je crois que le temps a déjà bien passé, je ne vais pas insister, mais qui nous montrent qu'effectivement, on fait plus de vaccins et on commence à vacciner les garçons. Et vous voyez les garçons qui apparaissent en bleu sur ces diapositives, mais je passe très vite. Alors demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des mailings annuels pour les parents et les garçons et des filles qui entrent dans leur 12e année, enfin qui ont leurs 11 ans révolus. Il faut faire un suivi pour l'évaluation des actions et l'identification des non-vaccinés. Et là, on a un travail qui est en place avec les services de la CPAM et pour faire des études statistiques pour savoir effectivement, en fonction des territoires, comment évoluent les vaccinés, non-vaccinés, garçons, filles, etc. Alors, on a un problème qui est sûrement le problème. Là, il y a une défiance vaccinale chez les parents. Et il y a une réserve chez encore pas mal de professionnels de santé. Et on a à travailler auprès des professionnels de santé. J'ai le sentiment qu'une structure qui s'appelle les CPTS, qui est en train de se mettre en place progressivement sur le territoire, devrait être nos interlocuteurs privilégiés. Le professeur Gillet nous a posé la question, vous a posé la question tout à l'heure de savoir si on avait eu des problèmes. Et bien moi, je peux vous dire qu'on a eu un problème dans un arrondissement lyonnais, parce que quand on est venu pour faire la promotion de la vaccination HPV, on nous a dit que ça ne rentrait pas dans le cadre des ROSP et que donc c'était pas un sujet, entre guillemets, qui leur paraissait prioritaire et ils n'ont pas donné suite à la proposition qu'on leur faisait de travailler ensemble.
mais on est en train de démarrer quelque chose avec les gens de Saint-Fond et Vénissieux, et on devrait avoir une action. Alors après, il faut faire les actions auprès des enfants, des adolescents, des familles au sens large. Hein. Vous savez, comme les grands-parents ont de la place aujourd'hui, ont de l'importance pour leurs petits-enfants quand ils ont 8, 10, 12 ans, et donc il faut qu'on fasse une information très large sur la population. Il y a les actions en milieu scolaire avec sans doute et sûrement pas le même discours en maternelle que le discours dans les collèges. On sait qu'il y a des réticences par rapport à faire peur, il ne faut pas faire la peur du cancer. Ben, on a la possibilité de parler de toutes les condylomes et de toutes les pathologies bénignes. Donc voilà, expliquer cette maladie, expliquer son mode particulier de transmission sur le plan sexuel. Il faut effectivement avoir une information qui soit extrêmement complète parce que on sait que c'est une pathologie de contact peau-muqueuse et qu'il faut effectivement adapter le discours pour montrer le risque. Et puis nous faire une action aussi vers le monde associatif. Alors l'autre jour, il y avait effectivement un symposium que tout le monde peut retrouver sur Eurogine qui avait été organisé à l'occasion de ce congrès qui se tenait en Allemagne. Et au cours de ce symposium, ils avaient invité 4 associations de patients, dont Imagine, une association qui s'occupe des cancers ORL, une association qui s'appelle 1000 vies. Et effectivement, il faut aussi s'appuyer sur le relais des gens qui ont eu cette pathologie, parce qu'on sait que ceux qui ont le plus d'adhésion facile à la vaccination contre l'HPV, ce sont les gens qui vivent dans un milieu où il y a, ou dans une famille où le problème s'est rencontré. Et puis il y a le problème, effectivement, alors on avait envisagé d'étendre à la vaccination HPV le modèle de newsletter qui avait été mis en place dans une CPTS de l'Ouest lyonnais pour les autres vaccinations, avec là un petit peu de problème parce qu'on nous suspecte un peu de conflit d'intérêts dès lors qu'on s'appuie sur l'industrie, mais c'est un autre sujet. Personnellement, je n'ai aucun conflit d'intérêts, je n'ai pas commencé par ça puisque je suis président bénévole et retraité. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour votre intervention et pour la présentation de cette action concrète, très concrète en faveur de la vaccination HPV. Y a-t-il des questions que vous souhaiteriez poser à Jean-Pierre Martin? On en a une à propos de la vaccination HPV hein, qui était posée à notre intervenante précédente. Une vaccination HPV chez les mineurs sans autorisation parentale, c'est la question. Est-ce que peut-être Aurore, qui est toujours présente, peut peut-être nous répondre? Je n'ai pas la réponse, moi. Alors, non, je crois que oui. Oui, alors pour les vaccinations, après ça dépend dans quel cadre c'est effectué, mais chez le médecin généraliste ou chez le pédiatre, il n'y a pas besoin d'autorisation particulière signée. Après, en prévision d'éventuelles vaccinations dans les collèges, oui, c'est nécessaire d'avoir ça. Alors, il faut savoir qu'on a effectivement un travail. Aujourd'hui, on a la possibilité de rattraper les gens jusqu'à leur 19e année. Et donc, si on fait un vaccin à 18 ans et 10 mois, il y a la possibilité d'être prise en charge, car la recommandation, rappelons-le, c'est une recommandation qui ouvre à remboursement. Hein, c'est la recommandation, l'AMM, c'est la prévention des maladies liées au papillomavirus, et les recommandations, c'est ce qui donne lieu à remboursement. D'ailleurs, moi, je vais trouver une diapositive un petit peu polémique où, effectivement, un médecin de Santé publique France faisait une présentation en 2019 en disant « les pas de vaccination pour les garçons hormis les homosexuels » et il expliquait qu'il y avait des pays riches qui avaient mis en place la vaccination pour les garçons, mais il y avait ce côté pays riche qui traduisait le fait que les notions comptables étaient prises en compte dans les décisions. Yves Gillet a une question. Des choses à nous... Yves Oui. Non, ce n'est pas une question, c'est une remarque sur cette histoire de minorité. Là, c'est une histoire de pédiatre. Hein. Oui. Les enfants
les adolescents, ils ont le droit de choisir leur nom. Ils ont le droit de choisir, ou en tout cas de donner leur avis dans l'endroit où ils vont vivre dès l'âge de 13 ans, si je ne dis pas de bêtises, lorsque leurs parents sont séparés. Ils sont censés, lorsque vous faites la moindre enquête, la moindre étude, médicale qui concerne des adolescents, vous devez les informer, ils doivent donner leur avis. Donc ça veut dire que leur avis est de l'importance. Et là, sous prétexte qu'ils sont mineurs, ils n'ont plus leur mot à dire. Moi, ça me choque. Très honnêtement, ça me choque. Il faut arrêter de considérer que les enfants, dès l'instant qu'ils ont moins de 18 ans, ils sont irresponsables. C'est leur vie, c'est leur santé. Moi, je pense que le minimum, ça serait de dire que si l'enfant le demande, eh bien, la question ne se pose même plus. Notre rôle de médecin, c'est de soigner nos patients, et nos patients, ce sont les enfants. Je suis désolé, je suis un peu brutal, mais la minorité… Oui, moi je vous rejoins tout à fait, M. Gilles, tout à fait sur le fait que, effectivement, alors, plus on est descendu, plus les parents sont dans la boucle, mais à 16 ans, à 15 ans ou à 16 ans, vous pouvez très bien avoir une gamine qui va demander sa vaccination HPV parce qu'elle a compris, qu'elle a entendu, alors qu'elle a été empêchée peut-être par ses parents 2 ou 3 ans auparavant. Donc, effectivement, je crois qu'il y a besoin d'une information adaptée pour ces populations de ces faux mineurs qui, comme vous le dites très bien, sont majeurs pour des tas d'actions et puis sont totalement passifs et interdits pour des choses comme la vaccination. Ils ont le droit d'aller au planning familial, hein. Ils ont le droit d'aller au planning familial. Oui, absolument. Mais ils n'ont pas le droit d'aller au vaccin HPV, il ne faut pas pousser. Je veux plus habiter chez mon père, je veux plus, etc. Je veux plus, et puis voilà, oui. Je vais aller chercher la contraception, mais le vaccin, on va demander. Une question de professeur Gavazzi. Professeur Gavazzi est connecté. Vous avez une question, une remarque, professeur? Ouais. C'est peut-être pour l'intervention suivante. Il faut que vous libériez votre micro. C'est pour votre intervention, professeur, ou c'est pour une question sur l'HPV? Ouais. Bon. On a une dernière question. Alors, on a une question de Monique Perrier qui nous indique que l'OMS évoque l'efficacité d'une seule injection de vaccination contre le HPV. Ah, alors, les questions sur l'HPV, elles sont multiples et il y en a beaucoup qui ne vont pas être répondues très rapidement. Ne serait-ce par exemple que le fait que beaucoup de travaux actuels évaluent le vaccin quadrivalent et que donc on va avoir de plus en plus de présentations, de travaux qui vont prendre en compte le vaccin non avalent et que donc il va y avoir des résultats qui vont probablement s'améliorer avec le temps. Et effectivement, en ce moment, il est beaucoup question de dire mais peut-être qu'une seule injection suffit. Ça mérite de toute façon, c'est une hypothèse, ça ne doit pas être pris en compte actuellement tant que ce n'est pas mieux confirmé. Mais vous savez qu'il y a des discussions aussi autour du vaccin HPV chez les adultes. Pourquoi s'arrêter, hein? Il y a des pays où on dit pourquoi s'arrêter. Alors on sait que les études ont montré que c'était mieux de le faire tôt, notamment sur le cancer du col de l'utérus. Les 2 études suédoises, plus c'est fait tôt, plus. Mais ils avaient dans leur cible des gens qui avaient 30 ans et qui avaient été vaccinés à des stades beaucoup plus avancés. Et donc, ils étaient moins bien protégés, mais pourquoi s'arrêter? Effectivement, pourquoi les homosexuels 26 ans? Pourquoi les hétérosexuels 19? Voilà, c'est plein de questions en l'air. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quelqu'un a eu une conisation pour un carcinome, est-ce qu'on ne lui fait pas une vaccination HPV parce que ça peut le protéger contre d'autres types de virus qui ne sont pas concernés par sa première pathologie. Il y a les gens qui modifient, dont la vie change. Voilà, une femme qui a 45 ans change de vie, change de partenaire,
elle peut, enfin, on pourrait théoriquement dire, mais pourquoi ne pas la vacciner contre l'HPV? Parce que peut-être que ce nouveau partenaire, voilà. Donc, ça fait partie des questions ouvertes sans réponse ce soir. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Une dernière question, le professeur Gaëtan Gavazzi, avant qu'il n'intervienne. Une question, on vous laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien, voilà. Très bien. Bonjour. C'est juste, je n'ai pas complètement compris ce que disait Yves, mais j'avais l'impression que moi, c'était l'inverse. La question, c'est si je comprends bien, un enfant qui désire être vacciné actuellement contre l'HPV, enfin un adolescent mineur, si ses parents ne veulent pas, il n'est pas vacciné, c'est ça? Je crois que c'est pas si simple en fait. Je pense que plus exactement, il y a un certain nombre de vaccinateurs qui se réfugient derrière ça pour ne pas vacciner. Mais je suis d'accord avec toi, je n'ai aucune objection à le faire. Ce ne serait pas une faute médicale et encore moins une faute sociétale de le faire. L'enfant a le droit de donner son avis, mais l'excuse de minorité est souvent avancée. On ne peut pas parce que les parents ne sont pas d'accord. Ah oui, mais bon. Ok. Ouais. Alors, pardon, on sait qu'il y avait juste le sondage de l'INCA, c'était 65% des médecins en parlaient seulement annonçaient spontanément le vaccin HPV, médecins généralistes, et il y avait parmi les gens qui ne pourraient pas savoir, il y avait une majorité qui ne voulait pas argumenter avec les familles, et puis il y avait ceux qui avaient eux-mêmes des vraies réserve vis-à-vis de cette vaccination. Bon, on va peut-être s'arrêter. Bien, merci beaucoup, docteur Martin. Bravo et merci aussi pour le groupe de travail HPV que vous continuez à mener et coordonner dans le cadre du réseau Immuniser Lyon. Merci beaucoup pour toutes les actions à venir. Merci de votre confiance et puis bon, on continue.